Alors je me présente très brièvement, je suis Marin Doria et je suis candidat aux élections législatives dans le Chablais pour la France Insoumise, avec Isabelle Naïm-Crispin, qui est présente. Bonsoir. Voilà. Les élections législatives à venir sont un véritable enjeu et qu'il est possible de mettre en place un véritable contre-pouvoir à l'Assemblée nationale et de porter une majorité alternative pour s'opposer aux aspirations du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et c'est le sens de notre candidature dans le Chablais. Je suis développeur informatique et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas un Macron boy. Ce qu'on a tendance un petit peu à me dire, parce que j'ai créé mon entreprise qui est une start-up. Et pour autant, je m'oppose à cette logique d'ubérisation de la société qui pousse des grandes entreprises à faire du dumping social. Je pense à Uber, qui font de l'évasion fiscale, et qui pousse aussi des personnes à devenir travailleurs indépendants et à ne plus pouvoir bénéficier des protections sociales auxquelles ont droit les salariés. Donc ça, c'est ce contre quoi, en tout cas, on se bat. Et on essaye de dépasser cette ubérisation et de proposer un autre projet alternatif. Je parlais d'urgence écologique tout à l'heure. On a la chance, en tout cas ici, d'avoir une qualité de vie incroyable entre lac et montagne. On est parmi les départements les plus privilégiés. On a une qualité de vie incroyable. Il faut la préserver, d'autant plus quand on voit ce qui se passe dans la vallée de l'Arve avec les problèmes de pollution qui sont importants. Donc il faut apporter une réponse écologique et c'est pour ça que dans notre programme, on propose une véritable transition pour aller vers le 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ce qui nous oppose vraiment à la société qui est prônée par Emmanuel Macron et son gouvernement, notre programme s'appelle l'Avenir en commun. Et pour nous, il y a des choses qui doivent rester en commun et qui ne doivent en aucun cas être privatisées, dont par exemple l'eau, comme on va le voir, mais bien d'autres choses aussi. Et je voudrais qu'on insiste là-dessus. C'est un choix de société qui doit être fait. Je regrette d'ailleurs que ce choix de société n'ait pas été plus exposé dans les médias au moment de la présidentielle, parce que je ne sais pas si les électeurs et les électrices se sont vraiment rendus compte de la gravité en fait de la situation et du choix qui se pose maintenant à nous en tant que membres d'une société. Voilà. Alors ce soir, on est venu pour parler politique, et étant donné qu'on est à Évian, ville thermale, il nous semblait vraiment fondamental de parler d'un thème dont on parle peu, et ce thème c'est la question de l'eau. Et on a la chance d'avoir Michael Ollner, dont c'est la spécialité, qui va pouvoir vous en parler pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation. Donc, me voilà sur la photo. Donc, je suis étudiant en Suisse voisine en première année de master de géothermie et de hydrogéologie. Et je suis titulaire d'un bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement. L'eau d'Évian, d'où elle vient? Alors, je pense que vous en savez un petit peu, mais tout commence donc à l'impluvium. Alors un impluvium, je vous ai mis une vieille photo ici, c'est un impluvium romain, donc ça fait longtemps que ça existe, mais à l'époque ils s'en servaient pour récolter les eaux de pluie et la distribuer pour des questions d'hygiène et aux populations. Alors l'impluvium du Gaveau, lui n'a rien à voir, il est beaucoup plus grand, il fait 35 km². C'est une surface qui est couverte à environ à peu près 20% de forêt, 50% de prairies et le reste de routes, de quelques habitations et de zones humides. Alors c'est ici que l'aventure commence pour l'eau, car c'est donc dans cet espace qu'elle va s'infiltrer. Donc l'eau provient des pluies, provient de la fonte des glaciers, et elle va voyager pendant à peu près 15 ans à travers les roches, où c'est ici qu'elle va acquérir ses propriétés, qu'elle va se purifier, s'enrichir en minéraux et en différents éléments. Et puis après ces 15 années de voyage, eh bien, elle va ressortir ici, au bord du lac, avec un débit total cumulé de toutes les sources de 2600 litres minute. Alors j'ai trouvé ce chiffre pharaonique, et je n'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce que ça représente. Mais j'imagine que ça doit faire les affaires de Danone, vu qu'ils ont racheté Évian dans les années 70 ou 70, si nous avons des amis de la Suisse. Donc voilà, Évian est une eau mondiale. C'est rare pour une petite ville, 15 000 habitants,
d'avoir une telle notoriété à travers autour du monde. Vous pouvez acheter votre litre d'eau d'Évian jusqu'à 10 € au Pérou. Et puis dans les grandes réunions des puissants et des riches, au G20 ou à l'ONU, ils aiment bien donner de l'eau d'Évian parce que c'est une marque de prestige, de qualité. Alors, voilà, donc vous voyez 28 milliards de litres d'eau produits par Danone, qui est le numéro 2 mondial de l'agronomie. Et j'ai trouvé cet article intéressant car ça démontre bien que voilà, les multinationales sont là pour faire toujours plus de profit et distribuer des plus belles marges à leurs actionnaires. Alors de ce que j'ai pu rechercher, l'eau d'Évian, d'une manière générale, elle est de bonne qualité parce qu'elle est bien gérée, il y a des discussions entre les différents acteurs, entre les fermiers, ils empêchent ou du moins discutent sur les projets de construction et d'urbanisation. Mais ce n'est pas le cas partout, c'est ce que nous allons voir après. Et je voulais juste dire que tout ça, malgré tout, ça engendre quand même une certaine controverse écologique, sociale, environnementale, parce que quand on sait qu'il faut 3 litres d'eau pour faire 3 litres d'eau plus un quart de litre de pétrole pour faire 1 litre d'eau, qu'en France on produit 320 000 tonnes de déchets plastiques dus aux bouteilles d'eau. Déjà 1 tonne, j'arrive pas à imaginer ce que ça fait, mais alors 320 000 encore moins. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même des questions à se poser derrière. Et donc j'en viens aux ressources en eau. Alors il faut savoir qu'à l'échelle planétaire, l'eau douce c'est très peu, c'est 3% de la totalité. Et dans ces 3%, nous avons seulement accès à 1%. Et dans ces 1%, voici sur l'image à droite comment on l'utilise. Donc 70% pour l'irrigation, l'irrigation des agricultures, 22% pour l'industrie et 8% pour nous les ménages. Alors dans l'irrigation, par exemple, quand on sait qu'il faut 1500 litres d'eau pour faire un steak, voilà, on peut comprendre la justification de ce chiffre. Donc ça fait vraiment une faible part, parce qu'on a 3%. De ces 3%, on prend 1%, et de ces 1%, on n'en prend pas toujours très soin. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. La qualité de l'eau est un sujet sensible. Bien qu'en France, on a la chance de pouvoir boire de l'eau potable à notre robinet de bonne qualité, malgré que cela engendre certains coûts, comme nous le verrons plus tard, bien l'eau est assez mise à mal. Alors j'ai trouvé ce chiffre, 66 659 kilos de pesticides sont épandus chaque année en France. Alors là, je suis tombé du nu, j'ai pas réussi du tout à imaginer ce que ça représente. Et le bas blesse encore plus quand on apprend que 1 seul gramme, donc 1 kilo c'est 1000 grammes, et 1 seul gramme suffit à polluer 10 000 mètres cubes d'eau. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils arrivent à s'imaginer? Donc j'ai cherché un peu des images. Et pour vous aider à vous y représenter, 10 000 mètres cubes, ça représente 3 piscines olympiques. Donc avec 1 gramme de pesticides, on pollue 3 piscines olympiques. Ou avec 1 gramme de pesticides, on peut polluer la consommation annuelle de 50 ménages de 4 personnes. Donc 4 personnes, en plus, c'est une bonne famille. Et voilà, ce chiffre que j'ai trouvé assez triste à cause des pesticides à outrance. On a été obligé en France d'abandonner 2000 puits de captage parce que les eaux ne répondaient plus aux normes. Et puis je vous ai mis une petite photo d'une pomme, parce que bon, les pommes c'est bon, mais je vous aide parce que celle-ci est profondément toxique. Malgré qu'elle soit bien belle et qu'elle n'ait pas un bleu et qu'aucun oiseau n'y ait touché, sachez qu'il a fallu 21 traitements différents de pesticides pour obtenir cette pomme. Alors c'est presque une œuvre d'art, on pourrait la mettre dans un musée, mais bon, pour votre santé, je pense que c'est pas le meilleur. Alors moi je suis partisan du mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire que les pressions qu'on met sur les eaux, à l'heure actuelle, engendrent pour nous, les populations, citoyens français, des coûts immenses. Ça nous revient à 1,5 milliard d'euros par an pour justement traiter ces nouvelles molécules. Parce que je ne vous ai pas sorti la liste, mais il y en a beaucoup.
Pesticides, biocides, métaux lourds, hydrocarbures, PCB, perturbateurs endocriniens, médicaments, reliquats d'agriculture, reliquats des industries, eaux usées, etc., nanoparticules, enfin bref, il y a de quoi faire. Et donc tout ça, ça demande beaucoup d'investissement et de renouveler constamment les machines, de construire constamment des nouvelles infrastructures. Alors que si en amont, on faisait plus attention à ce que l'on fait, eh bien on aurait moins besoin de traiter nos eaux et donc ça nous reviendrait moins cher. Je crois que pour la pêche et le tourisme, ça se monte à 150 millions d'euros aussi, les pertes dues à ces politiques. Et donc, c'est des petits malins, si je peux dire, parce qu'en fait, imaginez que dans votre commune, les agriculteurs font attention, la géologie locale protège assez bien vos ressources en eau, mais dans la commune voisine, ce n'est pas le cas. Et bien, pour pouvoir être dans les normes, ils vont mélanger les deux eaux pour les faire descendre sous les normes. Donc, ce qui veut dire que d'une part, c'est nous qui payons le surcoût, et d'une autre part, on boit une eau d'une moins bonne qualité qu'elle devrait l'être. Parce que c'est sûr que ce n'est pas les grandes multinationales comme Monsanto ou Bayer qui encouragent les pesticides à outrance qui vont venir nous financer les coûts. Alors, il existe des solutions. Malgré qu'elles soient peu mises en avant, malheureusement, aux journaux à midi, on nous expliquait comment faire de bons fromages, ou pourquoi les Français faisaient du vélo, ou quoi que ce soit, mais pas comment sortir de ce système mortifère. Alors, Madame Royal nous a pondu une loi, il n'y a pas longtemps, sur la biodiversité, l'environnement, ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai lu ça, j'avais vraiment envie d'y croire, et je suis allé chercher, alors, s'il y avait des solutions. Eh bien, j'ai été très déçu, parce que c'est beaucoup de blabla, beaucoup d'images très jolies, des fois, c'est un PDF qui fait, je crois, une 50aine de pages, et voilà, des fois, on a une page avec juste une image, des beaux paysages, avec des couchers de soleil ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose au bout d'un moment. Et donc voilà, ici, il y a des techniques, mais à l'échelle des villes. Comment les jardiniers communaux pourraient se passer des pesticides. Alors, je vous vois venir, et pour qu'on soit beau, vous allez me dire, mais comment faire pour l'agriculture? Eh bien, il existe aussi de très très nombreuses techniques. Par exemple, si vous avez une parcelle, eh bien, au lieu de faire de la monoculture, il y a des gens qui prônent un retour à l'agronomie. Et donc, c'est-à-dire, votre parcelle, vous la divisez en 4. Et dans chacune des parcelles, vous mettez une variété différente. Et chaque année, vous échangez, ce qui fait que le parasite, quand il va revenir l'année suivante, il ne va pas retrouver la même variété. Et du coup, il va prendre ses clics et ses claques et s'en aller. Voilà une des techniques. Et puis, je parle beaucoup, donc je vais peut-être rendre le micro, mais je voulais finir avec quelques chiffres qui aussi m'ont un peu poussé à venir vous parler, parce que c'est un sujet qui est sensible. 3,5 milliards de personnes, donc carrément la moitié de la population mondiale, n'a pas accès à une eau dangereuse ou de qualité douteuse. Et 2,4 milliards n'ont pas d'assainissement total, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de station d'épuration, pas accès à des douches ou à des robinets. Et de ces deux faits découle que 6 millions de personnes meurent chaque année de maladies, diarrhée, etc., dont 2 millions d'enfants. 2 millions d'enfants, ça représente un enfant toutes les 20 secondes. Donc ça veut dire que depuis le début de ma présentation, si j'ai bien tenu les 15 minutes, eh bien 45 enfants sont morts. Et donc voilà, je pense que c'est un peu aussi pour ça que je suis venu soutenir le candidat Marin et parler, parce que la France Insoumise, c'est le seul mouvement qui est clair, net et assez précis sur ces sujets, qui a les experts qui sont capables de nous aider à nous en sortir. Ah oui, je voulais vous dire quand même des bons chiffres, enfin, tout est relatif, mais 5% des surfaces agricoles en France sont biologiques, et chaque jour, il y a 21 nouvelles fermes biologiques qui sont créées. Et voilà, ah oui, je sais que j'aurais voulu beaucoup plus parler de la Haute-Savoie et du Chablais, mais c'était très difficile de trouver les données. Ou alors, quand vous les trouvez, vous tombez sur un site gouvernemental, et puis le site, eh ben, il bug, il lag, enfin voilà, comme l'administration française. Les liens se superposent, enfin bon, inutilisable. Mais j'ai essayé quand même de vous montrer que on est tous concernés par ce problème, et que si on ne fait rien, eh bien ça va être tous à cette sauce que l'on va être mangé.
Donc voilà, j'arrive au bout, merci, et puis j'espère que vous avez aimé. Alors merci beaucoup Michael. Bon, moi aussi un petit peu. Je réagis par rapport à ce que tu disais. Tu disais mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'applique que des mesures palliatives ou curatives. J'entends par là que jusqu'ici, on pollue les eaux. Et seulement après, on se préoccupe de devoir les dépolluer et de repotabiliser l'eau. Donc il faudrait peut-être, c'est coûteux, c'est ce que tu as dit, il faudrait peut-être anticiper, éviter de répandre énormément de pesticides qui viennent polluer les nappes phréatiques. Et c'est pour ça que, concrètement, politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des premières lois, ce serait de voter l'interdiction des pesticides les plus dangereux. Et je pense notamment aux herbicides à base de glyphosate, comme le Roundup de Monsanto, typiquement, par exemple. Donc on peut déjà agir en amont. Ce qu'il faut bien aussi se rendre compte, c'est que la gestion de l'eau, quelque part, rentre dans une problématique qui est plus globale. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, avec des eaux polluées? C'est parce qu'on est dans une agriculture très productiviste, où on nous demande de produire. Peu importe dans quelles conditions, on n'utilise pas un pesticide, on pollue, on ne se préoccupe absolument pas de la préservation de notre environnement. Et ça, c'est dramatique. Donc c'est pour ça que dans notre programme L'Avenir en commun, on propose une de nos mesures phares, c'est de dire il faut voter une loi pour passer en l'espace de 10 ans, progressivement, d'une agriculture productiviste vers une agriculture raisonnée, écologique et paysanne. Comment on fait? Déjà, il faut créer la demande. C'est-à-dire qu'il y a plein d'agriculteurs qui aimeraient bien changer de modèle, mais il faut pour cela les encourager. Alors plutôt que de partir dans la version libérale qui consiste à dire on vous supprime des taxes, etc., et puis ça ne marche jamais vraiment, ce qu'on propose nous, par exemple, c'est par la commande publique. On considère que dans tous les restaurants ou les cantines publiques, que ce soit dans les cantines scolaires, que ce soit dans les hôpitaux, dans les collectivités, dans l'administration, on passe au 100% bio d'ici 5 ans. Quand vous faites ça, vous faites un appel d'air, vous créez la demande, et dans ce cas-là, les agriculteurs sont incités à y répondre. Voilà comment on peut basculer comme ça. On peut aussi, ça demande évidemment énormément d'investissement, et on a la chance d'avoir en France une banque qui s'appelle la Banque publique d'investissement, la BPI, et qui permettrait de faire des prêts à taux zéro aux agriculteurs justement pour pouvoir changer leurs pratiques. Et naturellement, l'agriculture paysanne, c'est créateur d'emplois. On a estimé à 300 000 emplois qui peuvent être créés, et ça suppose aussi beaucoup de formation en amont pour pouvoir former de jeunes agriculteurs. Donc vous voyez que quand on part d'une problématique, en l'occurrence l'eau, on arrive ensuite sur un projet. Il faut vraiment avoir un projet, une vision de société vraiment plus globale et dépasser simplement la question de l'eau. Vers quelle agriculture on veut tendre? Voilà ce qu'on peut dire. Voilà comment on peut aussi avoir une eau de meilleure qualité. Alors ça, c'est pour l'aspect écologique, mais il faut aussi prendre en compte l'aspect social. On est dans un département, on a la chance d'être dans un des départements les plus riches, mais où il y a le plus d'inégalités. Pour vous donner un exemple, Annemasse est classée comme étant la 5e ville la plus inégalitaire de France. Pourquoi? Parce que on a de la chance aussi d'avoir des gens avec beaucoup de revenus, de par la Suisse, mais il y a beaucoup de revenus qui ne suivent pas et qui subissent la cherté, le coût de la vie ici. Donc ils peinent à se nourrir, à payer leur électricité et aussi à payer leur facture d'eau. Donc c'est pour ça qu'on estime que l'eau est un bien commun, et pour respecter la dignité des personnes, on doit pouvoir assurer à tout le monde un égal accès à l'eau. C'est pour ça qu'on propose que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour tout le monde. Et au-delà d'un certain seuil, on punit entre guillemets le mésusage en surfacturant, ce qui permet aussi d'avoir un fonctionnement plus solidaire pour aider les familles et les foyers qui n'arrivent pas à subvenir à ce genre de besoins élémentaires. Enfin, une dernière chose, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que actuellement,
un tiers des services de l'eau en France sont gérés par le public. Ce qui veut dire que pour un service équivalent, vous allez payer plus cher dans le privé que dans le public. Pourquoi? Parce que vous avez des frais de fonctionnement qui sont plus importants, parce que vous devez payer des frais marketing, parce que vous devez payer évidemment les dividendes. Il y a de l'argent qui remonte aussi dans les holdings. Donc il faut revenir à une gestion publique de l'eau, sachant que c'est un bien commun, il doit nous appartenir à tous, et à partir de là, eh bien, on municipalise l'eau, ou bien ça peut être géré au niveau municipal ou à différents échelons, mais il faut que ça revienne en tout cas dans le domaine du public. Donc voici les réponses politiques qu'on peut apporter sur les questions de l'eau. Donc j'ai mon tour terminé. Alors si vous avez... On va peut-être lancer le débat. Je vous incite en fait à lire un livret qui s'appelle Eau, bien commun, qui a été lancé par la France Insoumise. Si vous voulez, il y a notre programme d'une manière générale qui est disponible sur Internet, et on a décliné un certain nombre de livrets, une quarantaine, et il y en a un qui a été fait spécifiquement sur l'eau. Et celui qui l'a rédigé, il s'appelle Gabriel Amar, il est maire d'un petit village dans le Jura, et il s'est battu longtemps contre Veolia pour pouvoir remunicipaliser l'eau et retourner à une gestion publique. Donc il y a des exemples locaux qui montrent que c'est possible, mais ça a été un bras de fer absolument incroyable. Et face à Danone, on ne va pas se leurrer, ça risque d'être un très gros défi. Mais déjà, ne serait-ce que si on arrive, il y a à peu près 35 000 services de l'eau en France, il y en a 11 000 qui sont privés. Après, c'est de la nationalisation, hein. C'est exactement comme ce qu'on propose pour la sécurité sociale. Quand on propose de passer de 80% de couverture à 100%, c'est on décide d'intégrer les mutuelles dans la sécurité sociale, parce qu'au final, ça revient moins cher à tous les citoyens, et c'est exactement la même chose pour l'eau. Oui. Je vais faire juste une remarque, parce que j'avais le micro, mais après je passe. Vous parlez de bras de fer à propos de l'eau. Rappelez-vous, il y a 4 ou 5 ans, il y a eu toute une campagne nationale sur la promotion de l'eau du robinet, bien moins coûteuse et tout aussi bonne à boire pour tout le monde. Et cette campagne a disparu assez vite sous la pression de Danone, entre autres, qui préfèrent vendre de l'eau en bouteille plutôt que les gens utilisent de l'eau du robinet parce qu'on nous prétend qu'elle est moins bonne. Oui, moi, j'ai juste une remarque sur la distribution publique de l'eau. On a quand même la chance, il faut le dire, dans le Chablais, je crois même en Haute-Savoie, que la quasi-totalité des distributions de l'eau est publique. Soit par les communes, à Evian, à Thonon, soit par les syndicats intercommunaux, comme le syndicat des Audinoises, etc. Donc c'est quand même une bonne chose. J'invite les citoyens chablaisiens à être très très vigilants là-dessus, parce que l'ancien président du syndicat des Audinoises, qui était l'ancien maire d'Allinges, disait qu'ils avaient des pressions tous les ans, ils avaient Veolia, ils avaient qui venaient leur vendre leur soupe. Je voulais faire une autre remarque concernant Michael, qui est étudiant en Suisse, je crois. Parce qu'en France, je pense qu'il y a peut-être plus les moyens de faire des études en géophysique ou un truc comme ça de l'eau. On avait un centre de géodynamique à Thonon, qui dépendait de l'Université de Paris, qui a été fermé il y a une dizaine d'années. Je trouve absolument lamentable que la France se prive d'outils de recherche et que nos étudiants soient obligés d'aller faire des études en Suisse sur des sujets aussi importants. Je voulais juste dire que celui qui avait recommandé de boire l'eau du robinet, il s'appelait Nicolas Hulot. Alors on peut peut-être espérer qu'il nous redise la même chose. Et je voulais dire aussi que l'eau de Thonon, en fait, c'est de l'eau de source. C'est pas la même que celle qui est dans les bouteilles en plastique, mais c'est aussi de l'eau de source. Et donc, autant la boire au robinet, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Oui, une remarque. Moi, je travaille dans l'humanitaire. Je travaille aussi dans un des secteurs sur lesquels je travaille, c'est l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Et clairement, il y a de plus en plus de conflits liés à l'eau. Il y a un documentaire qui est sorti, je crois, les guerres de l'eau. Et c'est en fait développer ces technologies-là. C'est clairement une capacité, quelque chose qu'on peut apporter et qui va se développer dans le monde entier.
Les technologies liées à l'eau en général, mais alors que ce soit enfin, les forages existants, mais les façons de traiter de l'eau, etc., sachant que en fait justement les technologies qu'on utilise aussi ici en Europe sont pas obligatoirement utilisables dans les différents villages ou dans le désert, etc., quoi. N'oubliez pas que l'eau du robinet est 100 à 200 fois moins chère que l'eau en bouteille, parce qu'il n'y a pas tout le marketing à faire, toute la communication et tout le transport. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée aussi, c'est les productions agricoles en fonction du lieu où on est, du territoire. Si on fait du maïs dans le sud, on sait que le maïs, il y a besoin de beaucoup d'eau, par exemple, bah, effectivement, on se retrouve dans des cas où on va arroser, et en même temps, on est dans l'obligation, à un certain moment, avec le climat qui change, de réduire l'utilisation de l'eau. Donc il y a, y compris en agriculture, à revenir à une agriculture qui réutilise des productions locales et des productions adaptées au climat local. Ça, c'est à mon avis quelque chose d'assez important. Puis quelque chose qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est le développement du tourisme et de la neige, avec les retenues d'eau qui peuvent à un moment ou à un autre commencer à poser problème, puisque ces retenues, on en met un peu partout, et puis c'est la course en avant pour essayer de se sortir du climat et des problèmes de réchauffement, et de devoir faire de l'argent sur des saisons de neige de plus en plus courtes. Et là aussi, la question de l'eau, elle se pose. Alors elle se pose avec les retenues, mais elle peut aussi se poser quand il y a surpopulation. Je crois que c'était Auger qui a eu des difficultés, justement, y compris pour l'eau du robinet, l'eau potable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des pics, et ça conduit, en concentrant dans les stations de plus en plus de monde, ça conduit aussi à des difficultés d'approvisionnement. Donc je pense qu'il y a, dès qu'on cause de l'eau, effectivement, on est vraiment sur une lignée bien plus importante. Et on pourrait même évoquer aussi toute l'industrie qu'il y a autour et de l'emploi que ça peut créer, quoi. Bien sûr. Les problématiques de l'eau, là on parlait de l'eau de consommation, mais on pourrait aussi très bien parler de l'eau en termes d'énergie, puisqu'on est dans une région qui, de mémoire, je crois que 44% de sa production dépendait des barrages hydrauliques. Quand on met ça en lien avec le chiffre national où c'est 75% de nucléaire, on se dit heureusement qu'on a les barrages, on est un peu plus, entre guillemets, on est moins dépendant de l'énergie nucléaire. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Va falloir aussi repenser à un moment notre propre économie ici, localement, l'économie de la montagne. Et c'est là où il faut comprendre que c'est aussi une décision politique. La montagne, la compétence tourisme, c'est quelque chose qui dépend, entre autres, de la région. Et on a actuellement, comme président de région, Laurent Wauquiez, qui a mis en place ce qu'on appelle un plan montagne, un plan pour l'économie de la montagne, sauf qu'il a l'air de considérer qu'il n'y a qu'une seule saison en montagne, l'hiver. Ce qui est quand même incroyable, quoi. Donc on se retrouve à devoir construire des canons à neige qui viennent pomper dans les nappes phréatiques, qui consomment, qui assèchent ces nappes phréatiques. Et en plus, ça ne règle pas le problème. À un moment, moi, je suis allé skier, c'était le 30 mars. Vous avez beau mettre tous les canons à neige que vous voulez, s'il fait chaud, il fait chaud. Vous ne pouvez pas les faire tourner. Il me semble qu'à Bernex, la saison de ski, elle a dû durer 2 mois, quoi. Donc, à un moment, il va falloir... C'est pareil, on parle d'eau, et puis au final, on parle d'agriculture, de tourisme. Et il va falloir, à un moment, repenser notre activité, considérer qu'on a 4 saisons, et être moins dépendant en tout cas de l'eau en tant que sous forme de neige, ouais, clairement. Et en plus, même dans certaines communes, ils font venir des hélicoptères pour transporter de la neige. On rentre dans des délires complètement, le truc qui accélère encore plus le réchauffement climatique, quoi. Puisque j'ai le micro, tout simplement une remarque. Si vous prenez sur un Google Maps quelconque, un plan de la région, vous avez des petits points bleus partout. Sur l'ensemble des communes, le nombre de piscines privées est plus que considérable dans la région, c'est-à-dire qu'on vit un peu comme des enfants gâtés, parce que le pouvoir d'achat est relativement fort, le côté résidentiel est très développé, et donc qui n'a pas sa piscine aujourd'hui à moins de 10 km? Bon, ici non, nous n'en avons pas, mais il y en a quand même beaucoup. Regardez, faites le test sur un Google Maps, vous regardez, il y a des petits points bleus partout, à moins de 5 km du lac.
Donc là, il y a ce qu'on appelle un mésusage de l'eau assez manifeste, et c'est particulièrement difficile de faire comprendre aux gens que ce gaspillage-là, la planète ne peut pas le supporter. Nous, oui, parce qu'on a de l'eau qui coule sans arrêt, mais au niveau de l'économie de la planète, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Donc on a un vrai travail de pédagogie à faire pour faire entrer cette idée que l'eau c'est un bien précieux, un bien commun, mais un bien précieux et un bien rare. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc quand dans le programme Avenir en commun, on parle de surtaxer ce mésusage, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de punir les gens pour les punir, mais simplement de comprendre que tout le monde ne peut pas vivre comme nous vivons aujourd'hui. Rien d'autre à ajouter, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Non, je voulais simplement dire que si on se bat contre la mise de l'eau en bouteille et contre les canons à neige, on ne peut pas être accusé d'électoralisme en Chablais. Si vous voulez nous rejoindre dans un de nos groupes d'appui pour nous filer un coup de main localement, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller sur le site jlm2017.fr pour voir les groupes qu'il y a localement. Il y en a un à Évian, il y en a à Thonon, sur le plateau du Gavois, un peu partout. Effectivement, il y en a plusieurs à Thonon. Donc merci à tous d'être venus, et puis je vous dis qu'on peut continuer. On va boire un petit coup de vin juste après. Voilà. Je vous remercie.